Allez, c'est parti. Alors du coup, ce webinaire s'inscrit en fait dans le cadre de la quinzaine des parents. Donc l'objectif, c'est d'apporter, notamment principalement aux parents, mais à toutes les personnes qui sont intéressées par le sujet, des clés sur tout ce qui touche à l'orientation des jeunes, et notamment vers les études supérieures en post-bac. Et donc là, en l'occurrence, le sujet du webinaire du jour, c'est de décrypter l'offre de formation dans l'enseignement supérieur, puisque en effet, on, euh, voilà, en France, on a une offre de formation qui est quand même assez large, et donc pour les parents, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Et donc l'objectif de ce webinaire, c'est notamment de discuter de ça, de vous faire une présentation assez transverse, hein, de toute l'offre de formation, des différentes modalités qui sont concernées. Alors je vois que quelqu'un dit qu'elle ne voit pas la présentation. Les autres, vous la voyez? Non, non. Non, vous voyez pas le support? Alors je vais recommencer. Là, c'est bon, vous voyez le support? C'est bon, oui. Voilà. Donc du coup, on y va. Merci beaucoup pour votre retour. On y va. Donc ce que je vais aborder, donc je vais faire une petite introduction au départ, hein, pour vous présenter globalement le contexte lié à ça. Ensuite, je vous parlerai des différents enjeux liés à l'orientation, puisque c'est très en lien avec l'offre de formation. En fait, elle est intimement liée avec l'orientation à la base, et puis c'est aussi la thématique de la quinzaine des parents. On parlera des grandes filières d'enseignement supérieur en France, en post-bac, des différents processus d'admission et de choix de parcours qui s'offrent à nos jeunes. Puis on conclura et on aura un temps d'échange en fin de présentation. Alors, première chose qui semblait très importante, c'est de contextualiser un petit peu par rapport à tout ça. Et ce que je voulais vous dire, c'était vous parler de la réorientation. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui que malgré tout, on a un phénomène assez fort en France, qui est que vous le voyez, hein, entre 30 à 40% des étudiants qui se réorientent après leur première année d'études supérieures. Donc ça, c'est une donnée. Toutes les données qui sont dans le support proviennent du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Elles peuvent provenir aussi de l'ONICEP ou des différents observatoires des branches professionnelles. Et donc ce taux, il est très fort. Le taux à l'université, il est encore plus élevé puisqu'on est à 50% sur certaines filières. Et donc, tout simplement, ce que ça montre, c'est qu'il y a peut-être une problématique déjà sur le choix de la filière qui est pris par les jeunes en post-bac, puisqu'on se rend compte qu'il y a une part vraiment qui n'est pas négligeable, hein, quand on se rend compte que 50% dans certaines filières des gens qui vont à l'université se réorientent après une première année. Euh, on est vraiment sur un... alors, on ne peut pas parler de raté, et c'est justement en ce sens qu'on dit que c'est pas un échec, la réorientation, mais que ça peut présenter vraiment des opportunités, puisque le fait de se réorienter, c'est peut-être aussi le fait que finalement, on a affiné son projet d'orientation et de carrière, et donc que maintenant, on est plus à même de savoir vers quelle filière on doit aller. Et donc du coup, ça nous montre surtout que l'orientation et donc le choix de la filière dans l'étude supérieure, c'est vraiment un point qui est très fort et un enjeu de premier lieu. Alors justement, donc du coup, c'est quoi ces enjeux liés à l'orientation? Eh bien, ça, je vais pas vous apprendre des choses, on va enfoncer des portes ouvertes, mais évidemment que l'orientation, c'est une étape clé pour l'avenir des élèves, parce que forcément, si vous prenez des filières, si vous choisissez des filières en désespoir de cause, ou parce que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire, ou alors ce qui est fait très souvent, c'est de choisir une filière parce qu'elle ne va pas, parce qu'elle va ouvrir beaucoup de portes. Et donc parfois, on se lance dans des filières euh, sans grande conviction. Et en fait, c'est ça qui mène principalement aux réorientations. Et c'est ça qui mène aussi probablement à des carrières qui correspondent pas aux réelles aspirations des gens. Donc on a vraiment une étape clé, alors de l'avenir, de la carrière, mais aussi de la vie personnelle finalement. Et puis un deuxième point, c'est que le contexte actuel au niveau emploi, on a vraiment des évolutions de métiers qui sont très fortes, avec des évolutions technologiques qui sont très impactantes, mais aussi des évolutions en termes de gestion des projets ou du management des équipes. Et donc, en fait, même en termes de compétences aujourd'hui, on a beaucoup plus. Alors, ce sont des mots-clés que vous allez retrouver souvent maintenant à hard skills, soft skills.
plus communément les savoir-être et les savoir-faire, donc les compétences techniques et les compétences transverses. Les soft skills aujourd'hui, ça devient quelque chose de très prégnant, et même pour certaines entreprises ou certaines filières qui vont être des moteurs complets. Et donc forcément, le choix de parcours va aussi impacter les différentes compétences qu'on va acquérir dans ce parcours. Alors, les différentes perspectives d'enseignement supérieur, on a quelque chose qui est très fort aussi, c'est que, et on va le voir après, il y a énormément de filières possibles, parce qu'elles répondent à des besoins spécifiques à la fois du marché du travail, mais aussi à des aspirations des candidats. Et donc en fin de compte, il faut une offre large, mais en même temps, ça met en jeu la problématique qui est que il faut derrière ne pas se tromper. Et enfin, du coup, l'importance de l'adaptabilité des compétences transversales, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le contexte de l'emploi aussi. Les employeurs, ils cherchent des compétences transférables aussi. Et donc maintenant, vous avez beaucoup d'entretiens qui se font, non plus forcément sur des compétences techniques, mais plutôt sur des compétences en termes de savoir-être, et qui sont recherchées pour des nouveaux métiers notamment. Et donc là aussi, l'orientation, elle est très importante. Alors vous, en tant que parent, quel est votre rôle là-dedans? Quel est votre rôle? En tout cas, déjà, il y a des grandes thématiques. Et il y a une thématique qui est très forte. Et nous, vous savez, à CESI, bien sûr, on est très en première ligne, on va dire, face aux candidats, aux élèves, aux parents, au lycée, etc. Et donc, on rencontre énormément de parents sur des salons, des forums, des journées portes ouvertes. Et c'est vrai qu'on se rend compte assez souvent que les parents, évidemment, vous avez un stress. Vous avez un stress parce que c'est l'avenir de vos enfants et que vous avez envie du meilleur pour vos enfants. Mais par conséquent, il peut parfois avoir une certaine pression qui peut être posée sur les épaules de l'élève par les parents. Et on aimerait insister finalement sur le fait que le rôle des parents est quand même un fort rôle d'accompagnement. Et vous savez, on a vraiment rencontré très souvent sur les salons des parents où on se rend compte un peu qu'ils vont essayer d'imposer leurs propres aspirations, ou en tout cas, ils vont fortement influencer le choix de leur enfant. Et ça, c'est quelque chose qui est pas forcément pertinent, parce qu'en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui va favoriser chez l'élève son autonomie, et puis son introspection et la volonté pour lui d'aller chercher ses propres intérêts. Donc c'est là, quand on parle de développer la confiance et l'autonomie, évidemment, il faut inciter les élèves, les enfants, les jeunes à s'informer sur l'orientation, sur l'avenir, sur leur avenir surtout, et essayer de mettre en adéquation leurs aspirations personnelles avec la filière ou les filières qu'ils souhaiteraient envisager pour leur poursuite d'études. Et donc, dans ce contexte, le rôle des parents, c'est bien sûr d'accompagner et de favoriser ça, mais sans essayer de lui imposer un parcours en particulier. Ça, c'est vrai, nous, on est école d'ingénieur, eh bien, on a énormément de gens qui viennent nous voir parce qu'on est école d'ingénieur. Et donc, le métier d'ingénieur est un métier très vendeur. Le métier d'ingénieur est un métier très prestigieux, mais c'est pas parce que c'est prestigieux et que c'est très vendeur que ça doit correspondre à l'aspiration de votre enfant. Il faut qu'il fasse ingénieur s'il a envie de devenir ingénieur. Et croyez-moi, on croise beaucoup de gens qui veulent faire qui veulent imposer ce genre d'études à leurs enfants. Mais du coup, on ne comprend pas et on n'encourage pas les intérêts d'élèves. Et c'est le troisième point. Et là, on met en relief quelque chose qui est important, c'est d'encourager ses passions et ses intérêts. Et vous voyez, ça peut être des indices pour l'aider à choisir son parcours d'études. Donc là, ça passe par les passions, mais les activités extrascolaires, le sport notamment, les associations, etc. C'est là où on peut identifier finalement les prémices d'une vocation ou en tout cas d'une filière qui sera intéressante. Dernier point, le fait d'encourager l'exploration. Ça, c'est quelque chose que les parents doivent avoir en tête. Il y a des jeunes qui ont besoin de beaucoup de temps pour identifier leur voie. Il y a des jeunes qui arrivent au bac, qui ne savent toujours pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Il y a des jeunes, ils sont déjà en quatrième, en cinquième, ils ont une claire idée de ce qu'ils veulent faire. L'intérêt, c'est de toujours accompagner ça et de les encourager. Donc là, ça peut être aussi de les encourager en les aidant par votre réseau ou en les aidant dans la recherche, en tout cas, à trouver des stages ou des activités qui vont leur permettre en fait d'identifier leurs appétences
et puis aussi de les amener sur des événements d'orientation. Ça, il y en a pléthore en permanence. Donc voilà, les écoles en font, mais il y en a aussi dans des salons, il y a des forums, il y a des choses qui sont faites par les départements ou en région. C'est très intéressant à ce moment-là d'y aller avec eux et puis de discuter avec eux, toujours sans essayer de les influencer. Alors, quand est-ce que ça démarre ce parcours d'orientation et qui va déboucher derrière sur le choix de la filière et donc de l'enseignement supérieur? Forcément, ça démarre au lycée. Et au lycée, vous le savez, dès la seconde, il y a une réflexion qui est menée sur les spécialités. Et donc là, vous avez un listing des différentes spécialités qui sont proposées au lycée, puisque en effet, en première déjà, les élèves doivent faire le choix de 3 spécialités pour n'en garder que 2 en terminale. Et là, déjà, il y a un premier impact sur le supérieur qui va arriver, c'est que le choix des spécialités peut fortement conditionner derrière la filière qui va être choisie. En effet, si vous partez sur des filières plutôt à thématique scientifique comme les écoles d'ingénieurs, on va demander des spécialités plutôt scientifiques. Si on part sur des métiers qui vont plutôt être dans le littéraire, le journalisme, etc. par exemple, on va plutôt partir sur des spécialités inhérentes au domaine littéraire. Donc c'est déjà un premier élément. Et puis une fois chronologiquement que ces étapes vont se passer, on va arriver sur Parcoursup. Donc là, Parcoursup, on va bientôt démarrer. Vous savez, Parcoursup, c'est la plateforme incontournable aujourd'hui pour les études supérieures. C'est une plateforme institutionnelle du gouvernement et du ministère de l'Enseignement supérieur. Et donc là, le calendrier est déjà sorti. Vous savez qu'à partir de déjà ce mois-ci et jusque janvier, la plateforme est ouverte et vous pouvez déjà aller consulter les formations qui sont accessibles. Donc ça, c'est important. Cette étape de consultation, elle est aussi primordiale parce que forcément, avec vos jeunes, vous avez identifié des choses. Là, vous pouvez aller chercher déjà des détails qui vont être très pertinents dans le choix de la filière. Notamment les modalités d'admissibilité ou d'inscription, notamment les modalités pédagogiques, le type de pédagogie, les lieux, les coûts, parce qu'il y a des coûts, on en parlera aussi après. Et donc forcément, cette étape-là, elle est très importante. À partir du 15 janvier jusqu'au 2 avril, là c'est la formulation des vœux, donc jusqu'à 10 vœux, sans classement. Et puis il faut constituer les dossiers en structurant les vœux, les aspirations, etc. Pour pouvoir, à partir du 2 juin jusqu'au 10 juillet, avoir des réponses des établissements. Donc là, on vous répond favorablement ou défavorablement, on vous met en liste d'attente. Et c'est là où derrière, il faut être très rapide. Il faut être très rapide pour réagir aux offres, parce que les délais de réponse peuvent être parfois limités, bien sûr. Et dans ce cas, ça peut être en tout cas de nouveau très impactant. Et à partir du 11 juin jusqu'au 11 septembre, vous aurez la phase complémentaire pour les élèves qui n'auraient pas eu de proposition satisfaisante. Mais l'objet de ce webinaire n'est pas Parcoursup, mais il y en a d'autres sur ce sujet-là. Mais c'est, je pense, très important quand même de l'intégrer dans la chronologie. Alors, là déjà, ça peut vous donner une idée de la suite du programme, mais vous avez les différentes formations qui sont accessibles via Parcoursup. Donc on va parler plus en détail après de ces formations, mais vous avez évidemment l'université avec les licences universitaires, vous avez les BTS et les BUT dans les IUT, vous avez les classes préparatoires, les CPGE aux grandes écoles, les diplômes nationaux liés au métier des arts et du design, les instituts de formation en soins infirmiers, les écoles d'ingénieurs pour la plupart, des écoles de commerce, et puis après des formations en apprentissage dans ces différents domaines. Alors pour information, CESI, c'est école d'ingénieurs CESI. On a à la fois une partie école d'ingénieurs et on a à la fois des programmes liés sur les formations en apprentissage. Alors, juste nota bene, on a quelques formations qui se trouveront hors Parcoursup, notamment certaines écoles privées, des écoles de commerce post-bac, des écoles spécialisées, il y en a plusieurs, notamment art et hôtellerie, qui ont leur propre modalité d'admissibilité et d'admission. Elles ne sont pas forcément, alors c'est important de le dire, c'est pas parce que des formations ne sont pas sur Parcoursup qu'elles ne sont pas ni légitimes ni de valeur sur le marché du travail. Il faut faire attention à ça. Il y a des écoles qui ne sont pas sur Parcoursup, qui ont des super débouchés, qui sont tout à fait reconnus sur le marché du travail. Et donc c'est pas forcément, il n'y a pas de lien entre
le fait qu'une école soit sur Parcoursup et le fait qu'elle soit pertinente ou pas. Il y a des écoles qui ne sont pas sur Parcoursup et qui peuvent ne pas être, je dirais, pertinentes, mais là après, ça se voit directement quand on creuse un petit peu. Attention, les modalités d'inscription, les dates de concours d'entretien ne sont pas du tout les mêmes que celles de Parcoursup, forcément, si elles n'y sont pas. Autre élément nota bene, hein, les concours pour les grandes écoles et les écoles spécialisées. On rappelle que les concours, c'est un moyen d'intégrer des grandes écoles d'ingé ou de commerce, qui sont des formations d'élite, généralement après une prépa ou en admission parallèle. Ça, elles peuvent aussi être hors Parcoursup. Et puis enfin, on a des écoles qui prennent en admission parallèle, c'est-à-dire après un BTS ou un DUT. Donc là, forcément, elles ne sont pas sur Parcoursup. Et dans ce cas, il faut d'abord un premier diplôme pour y accéder. Mais là, principalement, on va être sur le post-bac, et donc on ne va pas parler de ça. Alors, les grandes filières d'enseignement supérieur en France. Donc là, on arrive sur le sujet qui vous intéresse le plus, parce que, comme on le disait tout à l'heure, l'offre, pourquoi décrypter l'offre? Parce que non pas que l'offre elle est cryptée, mais elle est très large. Et donc finalement, des fois, on se perd un peu là-dedans, et on aimerait savoir plus en détail de quoi ça parle. Alors, d'abord, ce que je voulais vous expliquer, c'est il y a une thématique qui est le titre et le diplôme. Et en France, vous avez deux possibilités, deux grandes possibilités. Il y a d'autres dispositifs, mais là, on va parler des deux principaux qui sont les titres et les diplômes, puisque on a très souvent, en fait, cette question. Quand nous, alors à Saisie, on a à la fois des diplômes, on a un diplôme d'ingénieur, mais on a aussi des titres professionnels. Et donc, quand on rencontre des parents, alors il n'y a pas que Saisie, hein, vous avez des tas d'écoles ou des organismes de formation qui font des titres ou des diplômes. Et donc, on nous pose souvent la question, mais c'est quoi un titre? C'est quoi la différence par rapport à un diplôme? Donc, ce que vous devez retenir tout simplement, c'est qu'un titre professionnel, c'est délivré par le ministère du Travail et ça forme à un métier. Donc, forcément, au niveau du contenu de la formation, le contenu va être uniquement du contenu métier. Alors après, selon les centres de formation, on va intégrer du contenu transverse, mais l'idée, c'est d'avoir vraiment une formation qui vise à donner des compétences spécifiques par rapport à un métier. Donc ce sont des titres qui sont validés par une instance gouvernementale qui s'appelle France Compétences, qui instruit les titres pour les inscrire dans le répertoire national des certifications professionnelles, qu'on appelle le RNCP. Donc tout ça, c'est public, hein, vous pouvez aller sur le site de France Compétences et avoir accès à toutes les certifications professionnelles qui sont accréditées par le ministère du Travail. Donc l'accréditation par le ministère du Travail, c'est quelque chose qui est complètement de valeur et qui met sur un pied d'égalité avec les diplômes. Et c'est là où en fait souvent on a des discours qui proviennent des parents en nous disant oui mais c'est un titre, c'est pas un diplôme. Et en fait l'idée n'est pas de mettre en opposition les deux parce que ça n'a pas de sens, puisque un diplôme c'est délivré par l'éducation nationale. Et donc là, on est sur un document officiel qui reconnaît un niveau d'études et de connaissances. Donc, à la différence d'un titre qui va être axé sur des compétences et un métier, le diplôme est une formation académique, en fait, qui donne des connaissances plutôt assez variées, mais théoriques, sur un domaine. Il y a de la pratique aussi, bien sûr, mais on est sur quelque chose d'un petit peu plus large et, je dirais, surfacique, non pas sans volonté de dénigrer, pas du tout, mais surfacique au sens où on ne va pas rentrer dans le détail spécifique parce que ça doit pouvoir laisser la possibilité à la personne d'approcher plusieurs métiers. Dans tous les cas, les deux, que ce soit un titre ou un diplôme, sont accessibles par la formation initiale ou la formation continue ou la VAE. Sur les titres professionnels, on a bien souvent aussi de l'apprentissage. Donc ce que vous devez retenir, c'est que dans tous les cas, les deux types de certification, hein, titre et diplôme, sont absolument reconnu dans le monde professionnel, c'est juste que l'approche et le contenu diffèrent. Et donc, en effet, un titre pro, c'est un métier, un diplôme, c'est une formation plus large. Et donc, dans le cadre de l'orientation, et notamment pour choisir derrière la filière, bah, vous savez que pour les jeunes vont s'offrir aussi la possibilité soit d'aller chercher un diplôme, soit d'aller chercher des titres. Et donc, quand vous êtes sur quelqu'un qui a un projet professionnel clairement défini, c'est-à-dire je veux devenir gestionnaire RH, je veux devenir
manager des systèmes d'information, eh bien aujourd'hui, il y a des titres professionnels qui forment spécifiquement sur ces métiers. Et donc, ce sont des métiers qui pourraient être accessibles à la fois par la voie d'un diplôme ou par la voie d'un titre, sauf que par la voie d'un titre, vous allez être beaucoup plus professionnel et expert dans le domaine que par rapport à un diplôme. Et donc, si on est sûr de ce qu'on veut faire, il vaut mieux aller chercher un titre qu'un diplôme. Ça, c'est à savoir. Donc ça, c'était vraiment une distinction qu'on avait à cœur aussi de communiquer, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Et donc derrière, on arrive sur les principales voies post-bac. Alors, le panel de formation post-bac en France, il est varié, il est très divers, forcément, hein, c'est pour ça aussi que vous êtes là, je pense, c'est parce que ça mérite d'être clarifié. Il y a des formations qui sont très classiques dans les universités, comme des formations qui sont dans des écoles spécialisées. Et donc là, on va avoir plein de modalités, et on en parlera après plus spécifiquement, hein. Vous avez des durées variables, vous avez des formations qui vont de 2 ans, hein, en ce qui s'agit des BTS, des DUT, et on peut aller en France jusqu'à 8 ans pour les doctorats. Vous avez des parcours qui peuvent être courts, qui peuvent être longs, vous avez des parcours en formation continue, en formation initiale, vous avez des parcours en alternance. Vous avez aussi des filières qui sont soumises à sélectivité, comme par exemple forcément les grandes écoles de commerce, d'ingénieurs. Vous avez d'autres qui sont beaucoup plus accessibles, comme les universités, et c'est aussi un peu l'ADN de l'université, hein, c'est d'avoir des formations publiques qui s'offrent à tout le monde. C'est aussi la beauté de notre système. Vous avez des filières qui ont des orientations qui sont plutôt théoriques ou des formations qui sont plutôt orientées pratiques. Donc forcément, les universités, on est sur des formations plus théoriques. Les IUT, les IUT ou bien les écoles d'alternance vont être sur des cursus plus pratiques, plus professionnalisants. Et donc forcément des compétences métiers généralement ou des compétences techniques. Et alors, attention, par le passé, les formations professionnalisantes pouvaient être vues comme des formations au rabais ou pour des gens en échec scolaire ou qui n'aimaient pas l'école. C'est plus du tout comme ça que ça se passe. En tout cas, à plus forte raison sur du post-bac. Et aujourd'hui, sur des métiers ciblés, quand vous avez des candidats en concurrence, par exemple, qui ont des titres professionnels ou des diplômes, les titres professionnels sont privilégiés parce que vous avez beaucoup plus de compétences et d'expertise dans le domaine, surtout quand vous avez fait de l'alternance. Et puis, vous avez des rémunérations qui sont souvent meilleures. Et donc, évidemment, c'est là où on parle d'insertion professionnelle et on en parlera après avec les insertions dans les différentes filières. Alors, à noter hein, qu'il y a des passerelles et qu'il y a des systèmes qui permettent de faire des passerelles entre différentes filières. Ça offre de la flexibilité aux étudiants, hein, bien sûr. Ils peuvent passer par une filière pour aller dans une autre après. Alors, on entre maintenant dans le détail hein, de différents panels de l'offre. Donc, le premier c'est les universités. Bien connu évidemment, alors avec un système qui est connu aussi, le système LMD, licence, master, doctorat. Donc ça permet de faire une progression dans les connaissances, hein, ça a été construit comme ça. L'idée, c'est d'avoir une poursuite d'études aussi, hein. Alors, le licence est devenu vraiment standard, puisque vous savez que les DUT sont devenus des BUT, on en parlera après. Mais on est vraiment aujourd'hui en France sur quelque chose de très bac+3, bac+5, et ensuite on va jusqu'à bac+8. Donc les domaines d'études à l'université, c'est des domaines variés. Là, on en a mis quelques exemples, hein, sciences, lettres, les sciences humaines sociales, le droit, la médecine, l'économie, mais vous avez aussi des facs de maths, de physique, hein, de français. Ça balaye tous les domaines. Vous avez aussi des spécificités de parcours, puisque l'université, on sait que c'est la liberté dans l'organisation du travail, c'est des cours magistraux, peu encadrés. Ça nécessite vraiment d'avoir des étudiants qui sont hyper autonomes et qui savent se gérer et se responsabiliser. C'est pas fait pour tout le monde. Vous avez aussi, bien sûr, des débouchés et des perspectives qui sont spécifiques. Alors, à l'université, vous avez des parcours qui vous mènent sur des professions, ou en tout cas, des écoles suivantes, comme le droit, la médecine.
mais vous avez d'autres qui offrent des compétences générales et on va aller dans de nombreux secteurs, hein. Vous pouvez très bien travailler dans le monde des ressources humaines avec un master de droit ou bien alors de travailler dans le domaine de l'enseignement, par exemple, en ayant fait d'abord licence puis master. Alors, les conditions d'admission à l'université, c'est sur dossier Parcoursup. On verra après plus en détail les différentes statistiques, hein, liées à ces écoles. Ensuite, j'allais vous parler des CPGE, donc les fameuses classes préparatoires aux grandes écoles, très grosse spécificité française, où vous avez 3 grandes catégories, hein, les prépas scientifiques, donc maths sup, maths spé, physique sup, physique spé, les prépas commerciales, donc CE, ECS, et des prépas soit avec une option économique, soit une option plutôt scientifique. Les prépas littéraires, Cagne, Hippocagne. Donc là, derrière, ce sont des classes prépa. Généralement 2 ans. Pourquoi? Parce qu'on a aussi des gens qui font volontairement redouble la 2e année pour pouvoir mieux préparer le concours et avoir accès à des écoles plus prestigieuses. Et donc derrière, en effet, vous avez des écoles assez prestigieuses, hein, d'ingénieurs, de commerce, des ENS, les écoles nationales supérieures. Et donc derrière, ce sont des spécificités, hein, la classe prépa, très grosse charge de travail, très grosse autonomie, très grosse responsabilisation des jeunes. C'est pas fait pour tout le monde et principalement on les destine aux élèves qui ont déjà un très bon niveau académique au lycée. Alors après, vous avez des prépas qui sont plus ou moins cotées, avec des niveaux d'exigence plus ou moins élevés, hein. Donc c'est pour ça qu'elles vont prendre sur dossier. Vous avez des prépas publics, vous avez des prépas privés. Et bien sûr, les débouchés peuvent être très prestigieux, hein, des écoles d'ingénieurs, de commerce. Vous avez aussi des gens qui font des prépas pour pouvoir ensuite retourner à l'université. Il est très commun, hein, de faire maths sup, maths spé, pour ensuite retourner en fac de maths pour devenir enseignant en mathématiques. Et on est bien meilleur en général sur les concours et les évaluations derrière, parce qu'on a vraiment eu 2 années avec du contenu très riche et de haut niveau. Et encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde. Alors, vous avez des écoles spécialisées ensuite en voie post-bac. Donc, vous avez des écoles d'ingénieurs qui sont accessibles tout de suite en voie post-bac, hein, avec des prépas intégrés. Vous avez des écoles de commerce aussi. Donc, dans ce cas, elles forment sur les métiers, hein, ingénieurs ou des métiers du commerce, de la finance, de la gestion. Vous avez aussi des écoles d'art, de design, de journalisme. Elles sont spécialisées, hein, forcément. Les conditions d'admission pour toutes ces écoles, la plupart du temps, c'est un concours d'entrée avec des pièces justificatives à fournir ou des dossiers, des portfolios, parfois des entretiens. Il peut avoir un coût élevé. On verra après, on a aussi une slide, hein, sur les coûts. Et puis évidemment, les perspectives d'emploi pour ces écoles, en général, c'est des écoles qui sont bien connectées dans le milieu pro, avec un réseau d'anciens, les alumni, qui est souvent entretenu et très fort. Et donc forcément, on a des belles opportunités professionnelles, hein, quand on fait ce genre d'école. Alors, on parlait tout à l'heure des IUT et des BTS. Donc, alors le BTS, brevet de technicien supérieur, DUT, diplôme universitaire de technologie. Depuis 3 ans maintenant, les TUT sont devenus des BUT, donc des bachelors universitaires de technologie. À noter que, en fait, quand on fait un BUT, le DUT n'a pas disparu, hein. Quand on fait un BUT, au bout de 2 ans, on obtient son DUT et on continue sur la 3e année et on a un BUT. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. On peut très bien se lancer dans un BUT, faire 2 années, obtenir son DUT et changer de filière. C'est tout à fait possible. Ça, généralement, les IUT se gardent bien de le dire parce que forcément, elles veulent garder leurs jeunes chez eux. Les objectifs des IUT et des sections de techniciens supérieurs, les STS, c'est d'avoir une insertion pro rapide, hein. C'est des diplômes où on va chercher tout de suite des compétences professionnelles et de la pratique. Donc l'idée, c'est d'aller chercher des poursuites d'études, hein, vers des licences pro pour les BTS ou alors sur des écoles spécialisées, comme CESI par exemple. Les secteurs sont variés, hein. On a de la compta, de la gestion, de l'informatique, du commerce, du génie civil, de l'informatique, de l'information communication. Il y a encore d'autres domaines, hein. On ne pouvait pas être exhaustif, il aurait fallu beaucoup de slides pour ça. Les formations en IUT, on a de l'alternance, on a du stage, et ça permet de gagner de l'expérience, et on en parlera après. C'est vrai que c'est des choses qui sont très, là aussi, très prégnantes, hein, sur le marché du travail. Les expériences, les stages, c'est des choses qui sont très demandées et qui sont valorisables. Dernière grande filière,
Les formations en alternance. Donc là, vous avez des écoles, mais vous avez aussi des organismes de formation où on a des formations en alternance. Il y a des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce qui font ça aussi, des IUT, on en a parlé avant. Le principe, c'est de l'alternance. Donc on alterne des périodes de formation, de cours et des périodes en entreprise. Donc ce sont des formations qui sont très professionnalisantes. Les avantages et les inconvénients, on les connaît bien. L'insertion professionnelle, elle est bien meilleure quand on a fait une alternance, elle est rapide. Le fait d'être en alternance, on gagne de l'argent, on est salarié, donc c'est déjà des cotisations qui sont fournies pour la retraite. C'est aussi une rémunération mensuelle qui permet de financer le permis de conduire, une voiture, ou bien tout simplement son appartement. Donc le fait d'être en alternance peut vous proposer une mobilité plus importante tout de suite. Le fait de suivre un parcours diplômant, évidemment, hein, toutes ces filières, elles proposent des cursus en alternance. On en a parlé tout à l'heure, hein, même les universités le font maintenant. Alors, quelques chiffres qui peuvent vous mettre en relief un peu ce qu'on vient de dire. C'est la répartition des étudiants post-bac. Donc là, ce sont des données qui datent de 2023. 60% des étudiants en post-bac sont à l'université. Dans l'université, on va inclure les DUT, les BUT, hein, les masters, puisque ça dépend de l'université, dont 50% qui sont juste en licence. C'est déjà énorme, c'est-à-dire qu'un élève sur deux en France en post-bac, il est en licence. Donc ça veut dire que l'université brasse énormément de candidatures. Alors je dis les universités, mais vous avez aussi évidemment les IUT et les BUT. Donc du coup, vous avez les classes prépa aux grandes écoles, derrière 6-7%, les BTS 18-20%, donc c'est le deuxième. Les écoles spécialisées 12-15% et les autres formations, on est à 5%. Les statistiques sur l'employabilité, là vous voyez le taux d'insertion professionnelle pour les principales filières d'enseignement en France. Donc vous voyez que le moins bon, c'est l'université pour la licence. Donc c'est intéressant de mettre les deux en parallèle. On vient de voir qu'un élève sur deux est en licence, en post-bac, alors que finalement la licence, c'est celle qui a la plus faible insertion professionnelle. Alors, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de licence, mais ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter à la licence. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin et que en France, malgré tout, le bac plus 3 universitaire aujourd'hui, c'est plus la panacée, quoi. Et vous voyez, sur le master, donc en bac plus 5, on passe au-delà des 90% d'insertion pro, 18 mois quand même après l'obtention du diplôme. Et les 75-80 au-dessus, c'est 30 mois après. Vous prenez en comparaison les écoles privées en alternance ou les écoles de commerce ou d'ingénieurs, on est à plus de 90% dans les 6 mois qui suivent l'obtention du diplôme. Donc voilà, les chiffres sont là. Si vous prenez les BUT, les IUT, bah, on a quand même une très belle insertion professionnelle, que ce soit pour les BTS ou les DUT, hein, ou les BUT, pardon. Alors sur les BTS, vous avez une insertion pro qui est correcte déjà 6 mois après le diplôme, et les BUT, 90% en moyenne, hein, 18 mois après l'obtention. Donc c'est quand même 18 mois, mais c'est quand même une belle insertion. Mais ça vous montre malgré tout que les filières publiques et universitaires, c'est pas forcément celles qui vont être les plus pertinentes sur l'employabilité à la fin. Et bien sûr, on met en nota bene hein, les universités, le taux il n'est pas forcément incroyable aussi parce qu'il y a plein de filières qui sont des voies de garage, et donc c'est de la moyenne. Hein. L'insertion pro aussi, elle ne prend pas forcément compte de la qualité de l'emploi. Je vous fais un parallèle, on peut très bien avoir un taux de chômage très bas, mais avec des métiers très précaires. Il ne faut pas se réjouir pour autant. Alors, on arrive sur le processus d'admission et le choix de parcours. Deux choses qui sont importantes, parce que là maintenant qu'on a vu l'offre qu'il y avait pour nous, comment choisir? On rappelle que le parcours aligné sur les appétences des candidats favorisera forcément la réussite et l'épanouissement. Donc il faut à tout prix que le choix qui est fait soit en cohérence avec les centres d'intérêt et les motivations profondes. Deuxième point, il y a des parcours qui nécessitent forcément des compétences, des soft skills spécifiques. Donc c'est là où, pour faire son choix, il faut aussi partir sur des écoles ou des filières en tout cas qui correspondent en termes de valeur à ce qu'on a envie d'avoir et de constituer dans son projet professionnel. Là, vous avez un top 5, alors, toujours dans cette optique d'aider à faire le choix, hein, dans cette offre, un top 5 des métiers en tension en France en 2024, c'est-à-dire les métiers qui vont le plus recruter.
Le numéro un, c'est le développeur informatique. Tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, la cybersécu, le développement web et mobile, ça c'est vraiment extrêmement porteur. Le deuxième, et oui, infirmier et aide-soignant. Et forcément, on est sur des filières qui n'attirent plus parce que, ben, vous avez vu, on a tous vécu le Covid, le confinement, et ça a mis en lumière toutes les difficultés de notre monde soignant. Et donc forcément, aujourd'hui, c'est très difficile de faire naître des vocations ou d'attirer les jeunes vers ces filières. Pourtant, c'est celles qui recrutent le plus. Après, vous avez la maintenance industrielle, ça c'est bien connu, les techniciens de maintenance, donc ça, des formations de BTS maintenance, tout simplement. Tout ce qui touche à l'efficacité énergétique et à la transition écologique va être de plus en plus fort. Et bien sûr, le commerce spécialisé, hein, donc des profils commerciaux qui maintenant vont être beaucoup plus des technico-commerciaux avec la nouvelle technologie qui s'insère dedans. Ici, vous avez le top 3 à gauche des diplômes ou des titres professionnels les plus recherchés. Et donc là, c'est intéressant parce que vous pouvez mettre en parallèle la slide qu'on vient de voir juste avant, c'est-à-dire les métiers les plus recherchés. Et pour autant, vous avez au milieu les titres qui ont le plus de candidats, les diplômes ou les titres qui ont le plus de candidats. Donc on voit que par exemple en France, là où il y a le plus de candidats, c'est en licence de droit ou de psycho ou en management commercial opérationnel. Ça correspond en aucun cas aux métiers en tension. Et pourtant, c'est les filières qui sont les plus demandées. Donc il y a déjà intéressant hein, de voir ça parce que quand on commence à choisir son avenir, c'est aussi intéressant de regarder s'il y a de l'avenir dans ce que je recherche. Et finalement, les titres pro qui sont les plus recherchés, bah, c'est en cohérence avec les métiers hein, qu'on a vu avant, hein, ingénieur en informatique ou en développement logiciel, master en data science. Ça, c'est les titres les plus recherchés sur le marché du travail. Ou les BUTS, BTS, BUT dans le domaine de la santé. Donc tout ça, c'est bien en cohérence avec les métiers en tension. Et puis en troisième, vous avez les diplômes qui ont l'employabilité la plus faible. Ça aussi, c'est bien connu, hein, les licences en sciences humaines et sociales, les arts et lettres, et les masters en sciences fondamentales, physique, mathématiques, etc. S'il n'y a pas d'orientation derrière vers de la recherche ou de l'industrie, c'est des filières qui ne vont pas déboucher sur grand-chose. On zoome un peu sur les frais qui vont vous aider là aussi à faire votre choix. Pour l'enseignement supérieur. Les universités, les frais de scolarité, c'est des frais faibles, on est dans le public évidemment. En 2023-2024, vous avez un indicateur hein, en moyenne pour une licence, un master, un doctorat. Donc on est sur des coûts inférieurs à 400 € hein, pour une année de scolarité, avec des possibilités de prise en charge avec les bourses. Ça, c'est voilà, c'est le système public. Vous avez les grandes écoles et les écoles d'ingénieurs. Alors quand elles sont publiques, c'est des frais qui sont assez similaires aux universités, hein. On est autour de 600 € par an en moyenne pour les écoles d'ingé publiques. Vous avez ici à côté un certain nombre d'écoles publiques. CESI n'est pas une école publique. CESI est une école privée, par exemple. Donc, on affiche des coûts plus élevés. Alors, nous, on fait de l'alternance. Dans ce cas, on va en parler après, mais l'alternance, il n'y a pas de coût. Forcément, c'est l'entreprise d'accueil qui prend le coût de formation et qui se fait financer une partie par les OPCO, les organismes de financement de la formation. Et puis, vous avez des écoles privées qui vont afficher des coûts, hein, alors écoles de commerce ou écoles privées, qui peuvent aller de 5 000 € jusqu'à 15 000 € par an pour les écoles les plus prestigieuses pour une année de formation. Les IUT ou BTS, là on est sur des frais qui sont équivalents à ceux de l'université. Encore une fois, ça dépend des universités, donc c'est tout à fait cohérent qu'on ait des coûts moins élevés, hein, et voire gratuits pour les boursiers en général. 170 à 243 € par an. Donc les formations incluent souvent des stages, ce qui peut nécessiter des dépenses de transport et d'hébergement en plus. Ça c'est nota bene. Quand vous faites des formations qui nécessitent des stages ou des alternances, il va y avoir des coûts, soit d'hébergement, soit de transport. Ça c'est évident. Et puis après, donc les écoles et organismes de formation en alternance. Donc là, on a mis par exemple CESI, où vous avez encore l'UIMM avec le Proméo. On a des coûts de formation, je vous le disais, pris en charge par les entreprises d'accueil et les OPCO qui financent selon les niveaux de prise en charge relatifs aux filières. Ça veut dire qu'il y a des filières qui sont très demandées. On a vu les métiers en tension. Si on a des écoles par alternance qui proposent des titres professionnels en lien avec des métiers en tension, il est très probable que l'État va financer presque tout le coût de formation. Et donc une entreprise elle a tout intérêt à prendre un alternant dont le coût de formation sera pris en charge presque à 100% par l'État. Et ça, c'est important dans le choix hein, de savoir que bah, c'est des filières qui vont être favorisées aussi par des politiques, notamment liées à l'apprentissage. Enfin, vous avez les écoles d'art, de cinéma ou de formation spécialisée, où là, on va être sur des écoles privées encore, hein. Les beaux-arts, c'est spécifique, on est sur des frais similaires aux universités.
Les écoles privées, par contre, comme des écoles de cinéma, peuvent coûter beaucoup plus cher, hein, de 7 000 à 12 000 euros par an, mais par contre, elles offrent une employabilité assez forte derrière. Alors, on arrive aussi sur les bourses et les aides financières pour tout ça. Donc, les bourses sur critères sociaux, c'est les Crous. Sachez qu'un étudiant sur 4 en France est bénéficiaire de bourses qui peuvent pas s'élever en tout cas de 1 454 euros jusqu'à 6 300 euros par an selon l'échelon. On a une exonération des frais de scolarité et de la contribution de la vie étudiante, la CVEC, qui s'élève à 95 euros par an, qui peut être faite pour les non-boursiers. La CVEC, hein, important, c'est quelque chose que l'État récupère pour financer notamment des actions de vie étudiante. Vous avez des prêts étudiants qui peuvent être garantis par l'État. Donc les étudiants qui peuvent souscrire à un prêt étudiant, ça vous pouvez le retrouver, hein, sur le site du gouvernement, hein. Vous allez trouver toutes les modalités. Il faut être majeur, âgé de moins de 28 ans, et on peut aller chercher un prêt jusqu'à 20 000 euros qui peut être remboursé à partir de la fin des études. Et en fait, c'est l'État qui se porte garant. Et donc, il vous fournit des documents avec lesquels vous pouvez aller voir des banques partenaires pour obtenir des crédits. Et puis après, les modalités de remboursement peuvent être variées, hein, de toute façon. Vous avez aussi, en termes de financement, des aides régionales et municipales. Là, il faut que vous creusiez, hein, parce que forcément, vous êtes de régions différentes. On peut avoir des aides liées propres à telle ou telle région, hein, des bourses de mobilité, des aides au logement, des formations, des aides pour les formations d'alternance. Parce que évidemment, vous avez des territoires qui essaient de dynamiser l'employabilité. Donc, elles vont favoriser l'insertion des jeunes par le biais de bourses. Des fois, ça peut être aussi des bourses au mérite, hein, sur des résultats obtenus au baccalauréat. Là, il faut creuser par rapport à la région où vous vous trouvez. Vous avez aussi la CAF pour le logement, évidemment, les aides pour le logement, l'APL, où on peut aller chercher des aides qui peuvent aider pour l'hébergement. Autre point qui peut servir à financer les études, évidemment le travail en alternance, on en a parlé tout à l'heure, hein, avec une rémunération qui peut aller de 27% jusqu'à 100% du SMIC, voire plus, selon l'âge, l'entreprise et le niveau d'études. Les autres gènes comme aides, comme Action Logement, où on peut aller chercher jusqu'à 100 euros par mois pour financer un logement. Donc ça, c'est des choses qui existent et c'est cumulable avec les APL ou les prêts, etc. Autre point important, hein, qui peut vous aider pour prendre en compte dans votre choix de parcours, la mobilité géographique internationale. Vous avez des écoles qui proposent évidemment des parcours internationaux ou des possibilités d'échange ou des années de césure, des doubles diplômes avec des universités ou des écoles partenaires ailleurs dans le monde. Et on est quand même dans un monde aujourd'hui qui est extrêmement mondialisé, avec évidemment je dirais, une plus-value sur le marché du travail quand on a une expérience internationale ou alors qu'on maîtrise correctement l'anglais ou d'autres langues. Et donc tout ça, vous avez des filières qui vont favoriser, hein, ce côté international. Alors bien souvent, ça va être des écoles, hein, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs. Et ça permet donc de développer beaucoup de choses, et notamment aussi les compétences linguistiques, l'adaptabilité, l'interculturalité, qui est quand même un enjeu fort du 21e siècle. On arrive sur la fin de cette présentation. Donc, ce que vous devez retenir en conclusion, c'est qu'on a une offre de formation qui est riche et diversifiée. On l'a vu, avec beaucoup de possibilités. Là où vous devez pouvoir soutenir les jeunes, ou si vous êtes jeune ici, jeune en tout cas, je dirais lycéen, et que vous cherchez à construire votre avenir, c'est de bien vérifier que vous avez dans votre orientation identifié vos appétences et ce qui va vous faire vibrer dans votre métier plus tard. Et c'est là où c'est important de choisir la filière en fonction de ça. C'est vraiment une étape très cruciale. D'après, bien se renseigner sur les différentes modalités d'admission, les coûts, les formats, les pédagogies, et de mettre en parallèle les différentes possibilités qui s'offrent en termes d'hébergement et de coûts et de prise en charge. Et puis bien sûr, pour clôturer ça, que le choix de s'investir dans une filière, c'est un choix qui est extrêmement réfléchi. Et je reboucle avec ce que je vous disais en introduction de la présentation. Il ne faut pas choisir une filière sur la base d'une réflexion qui n'est pas aboutie. Ça ne pourra absolument pas apporter de fruits pertinents. Il faut vraiment que ce soit la réflexion
le fruit d'une longue réflexion et que derrière, ça soit un vrai choix. Voilà, donc maintenant, je vous propose de passer peut-être à la partie échange. Oui, Claude, tu m'entends? Oui, Alors, nous avons une question, oui. plusieurs questions. Donc, on nous demande, la passerelle possible en licence pro post-DUT se fait après 2 ou 3 ans? Alors, c'est une question de Madame Lefebvre. Donc, c'est la passerelle possible en licence pro post-DUT se prête après 2 ou 3 ans. Alors, la passerelle, normalement, elle se fait directement après un bac+2, hein, normalement. Donc, on peut y aller directement. Les frais de 5 à 15 000 euros par an en école privée s'appliquent aussi au CPGE. Alors, les classes préparatoires aux grandes écoles, vous avez des classes prépa publiques où les coûts de formation sont gratuits, hein. Vous avez des prépas privés où les frais vont être totalement dépendants du niveau de la prépa. Si vous faites sur des grosses prépas privées parisiennes, par exemple, elles vont être très chères. Vous faites des prépas privées euh, plus locales, on va être sur des frais inférieurs largement à 5 000 euros l'année, hein. Après, sur la question de pour le métier de commercial spécialisé, les études nécessaires sont des études d'ingénieur ou de commerce. Là, ça va être plutôt des études de commerce aujourd'hui, hein, puisque c'est avant tout un métier de commercial. Et après, les écoles de commerce, elles vont aujourd'hui en fait inclure dans leur parcours des interventions liées sur des problématiques techniques. Et donc, elles vont apporter cette culture directement dans leur parcours. Mais le métier de commercial spécialisé, c'est avant tout un métier de commercial. Donc, ça sera fait en école de commerce. Alors, il y a une autre Alors, question. Ouais. il y en a une autre de question, Claude, pour toi. Donc, pour quelle formation peut-on choisir si on souhaite travailler à Interpol? Est-ce que les écoles de police, de gendarmerie sont-elles présentes sur Parcoursup? Alors c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Pour moi, les écoles de police et de gendarmerie, elles sont accessibles sur concours. Donc je ne pense pas qu'elles soient sur Parcoursup. Mais c'est à confirmer. Pour moi, c'est sur inscription sur dossier et concours. Et donc après, pour Interpol, je pense qu'il faut déjà avoir. Alors, soit si on est sur un métier transverse, et ça doit aussi être sur concours. Par contre, si c'est en poursuite après des fonctions déjà dans la gestion de l'ordre, je dirais, et il faut d'abord passer par des écoles de police ou de gendarmerie, en effet. Alors, nous avons ensuite une autre question. Est-ce qu'il est possible de réaliser un BTS au lieu d'une prépa pour intégrer soit une licence ou une école d'ingénieur? Et même question, pour saisie, l'école d'ingénieur est-elle accessible par concours? Ah ben, je vais te laisser répondre, Vanessa. Alors, donc moi, je vais d'abord répondre à la question, pour saisie, l'école est-elle accessible par concours? Si vous intégrez après la terminale, on postule via Parcoursup et ce sera une sélection sur dossier de candidature. Si vous intégrez saisie école d'ingénieur après un bac+2, un bac+3, donc là, c'est une inscription directement à notre école et il y a aussi une sélection sur dossier scolaire. Et en fonction des statuts, en effet, il peut y avoir des épreuves écrites à passer, notamment pour les candidats issus de CPGE qui peuvent s'inscrire à saisie école d'ingénieur via la plateforme SCEI. Là, il y a des épreuves écrites sur des maths, du français, de l'anglais et de la physique. Je te laisse répondre sur celle concernant le BTS au lieu d'une prépa pour intégrer soit une licence ou une école d'ingé. Alors, pour intégrer une licence, suite à un BTS, ce qu'il faut observer, c'est est-ce qu'on obtient des. Alors, vous savez, hein, sur la partie universitaire, on obtient ce qu'on appelle des crédits ECTS. Et donc, du coup, il faut voir si le BTS a offert des crédits ECTS dans le domaine spécifique lié à la licence, voir dans ce cas après si sur dossier c'est possible d'intégrer. Et là, en fait, ça va être à chaque établissement de vérifier par rapport au dossier, est-ce que la personne elle a acquis les compétences en réalité, hein, pour pouvoir prétendre à valider les 2 premières années de licence. Puisque si je comprends bien, si c'était bien la question, hein. Après Ah non, la question c'était plutôt. Ouais, oui, ok, ça marche. J'ai bien répondu à votre question.
Et après, ouais, pour intégrer une école d'ingénieur, aujourd'hui, alors les BTS, jusqu'à présent, on pouvait intégrer les écoles d'ingénieurs sur dossier. Maintenant, il faut un bac plus 3 pour accéder aux écoles d'ingénieurs. Donc, c'est un peu différent et c'est encore en train de s'affiner, hein. Alors, on a une remarque aussi, la plupart des écoles d'ingé privées sont accessibles par concours. A-t-on une idée du taux d'accès réel des candidats en tenant compte du fait qu'un élève peut candidater sur plusieurs concours? Non, ce sont des données qui sont gardées secrètement et jalousement par ces écoles privées, évidemment. Euh, euh, je ne saurais même pas vous dire finalement pour saisie ce que ça représente. Euh, puis le taux d'accès réel, en fait, il n'est pas forcément représentatif de... Si vous voulez, ça dépend de la culture de l'école et de ce qu'elle cherche à obtenir en termes de projet pour ces jeunes. Vous avez des écoles privées qui vont probablement ouvrir à bras ouverts à tout le monde. Vous avez des écoles qui vont être beaucoup plus sélectives. Ça témoigne pas forcément, en fait, le taux d'accès ne va pas témoigner forcément de la, je dirais, du prestige et de la valeur de l'école. Euh, et un élève, en effet, peut candidater sur plusieurs parcours. Euh, L'idée, c'est de prioriser, évidemment. Je vais enfoncer une porte ouverte encore une fois, hein, mais si votre jeune, il veut un métier spécifique, ça doit être sa priorité numéro un. Vous devez tout faire pour l'aider dans cette voie, pour l'encourager dans cette voie. Et donc, il faut à tout prix qu'il se donne les moyens aussi de réussir à ça. Donc, ça veut dire un travail hyper sérieux et la préparation très sérieuse des entretiens et des concours. Euh, c'est vraiment nécessaire. Et puis après, le fait de prioriser, ben, vous mettez deux, trois vœux principaux et puis après des vœux annexes. Et, euh, et pourquoi pas même envisager un redoublement de toute façon ou de revenir l'année d'après. Si vous voulez vraiment faire une école, ne pas aller dans une autre école en désespoir de cause, ça serait un mauvais choix. Alors, l'acquisition d'un titre professionnel se fait-elle généralement après une première formation diplômante? Si oui, à quel niveau? On peut très bien faire une première formation diplômante, c'est-à-dire on peut très bien faire une licence et obtenir sa licence et venir réaliser un titre professionnel. Par exemple, à saisie, on fait ça. Vous pouvez, on appelle ça, donc ce sont des niveaux européens. Un bac plus 3, c'est un titre de niveau 5. Un bac plus, pardon, un bac plus 2, c'est niveau 5. Un bac plus 3, c'est niveau 6. Et un bac plus 5, c'est niveau 7. Et on peut très bien, comme c'est des titres européens, une licence, c'est un titre de niveau 5. Ah non, je dis des bêtises, de niveau 6, bac plus 3. Donc du coup, on peut très bien venir faire un titre de niveau 7 en poursuite d'études après une licence. Il faut bien sûr que, les prérequis pour accéder à cette formation soient acquis. C'est-à-dire, imaginons que vous avez obtenu une licence de maths, vous postulez à un titre de manager en infrastructure et cybersécurité des systèmes d'information, il n'y a aucun lien entre les deux. Vous allez vous planter à l'entretien, on va vous poser des questions, on va se rendre compte que vous n'avez pas du tout le bagage des 3 premières années, donc vous devrez repartir sur du post-bac si vous voulez faire ce titre-là. Ça veut dire que si vous voulez poursuivre sur un titre, il faut à tout prix que le titre précédent soit déjà dans le domaine. Je pense que ça répondait à votre question, Monsieur Cartier. Alors, le pourcentage d'étudiants qui entrent en école d'ingénieur avec prépa intégrée et qui finissent le cursus. Euh, je n'ai pas cette donnée. Ce que je peux vous dire, c'est que là encore, ça diffère. Vous avez des écoles d'ingénieurs qui ont une prépa intégrée. Vous avez des écoles d'ingénieurs qui n'ont pas de prépa intégrée. Les écoles d'ingénieurs qui ont une prépa intégrée, on peut demander, peut-être que Vanessa a le chiffre, nous, sur saisie, enfin, sur Hauts-de-France, hein, Arras et Lille. Est-ce que tu as une idée du pourcentage d'étudiants qui sont chez nous en prépa, en cycle préparatoire et qui poursuivent? Par exemple, si sur des promos de 30-35 personnes, pratiquement 95% des élèves continuent après dans le cycle ingénieur, après notre prépa. Et je dirais qu'on est aussi sur les mêmes chiffres, le même pourcentage de réussite au diplôme à la fin des 5 années. D'accord. Donc ouais, ça montre quoi aussi, hein, ça montre que les prépas intégrés, c'est pas pour rien aussi. Les prépas intégrés, ce qui est bien, si vous voulez, et après on pourrait débattre de ça bien plus longtemps, mais c'est que les prépas en France, forcément, on va aller chercher du contenu, les prépas classiques, j'entends, hein, CPGE, elles vont vous donner beaucoup de compétences théoriques sur des domaines scientifiques. C'est pas toujours en adéquation avec le métier d'ingénieur qui va être réalisé par l'école d'ingénieur. Vous avez des écoles d'ingénieurs qui nécessitent des
grosses compétences en mathématiques. Vous avez des écoles d'ingénieurs qui n'en nécessitent pas forcément, qui vont nécessiter certaines compétences, mais ne pas d'avoir, en tout cas, n'utiliseront pas tout le contenu qui a été réalisé. Et donc, forcément, les prépas intégrés vont avoir je dirais, cet intérêt qui est qu'elles, tout de suite, conditionnent plus l'élève par rapport au métier d'ingénieur réalisé par l'école. Et donc, forcément, c'est peut-être parfois un peu plus pertinent. Là, on voit une information qui nous a donnée hein, sur EPITA, par exemple, 70%, mais la plupart sont autour de 85%. Voilà. Est-ce que ça répondait bien à vos questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? On arrivait à peu près, mais je vous en prie en tout cas pour les merci. On arrive à 13h30. On a à peu près tenu le créneau d'une heure. Donc voilà, hein, pour clôturer cette présentation, je vous rappelle hein, encore une fois qu'elle s'inscrit dans la quinzaine des parents. Donc vous avez plein de webinaires qui sont en cours. Hein. Vous pouvez le voir sur cesi.fr. Vous avez les différents webinaires auxquels vous pouvez participer. Hein. C'est divers et variés. L'intérêt, c'est voilà, pour nous aussi, c'est d'être sur notre rôle de conseil et puis d'accompagnement des parents parce qu'on a bien conscience que l'orientation, et on le redit, hein, c'est hyper important, c'est crucial. Il faut vraiment que ça soit vraiment pris au sérieux par les parents et par les jeunes. Et nous, on rencontre beaucoup de jeunes sur salon ou en journée porte ouverte qui sont paumés hein, de toute façon. Et donc notre rôle aussi, c'est d'accompagner à la fois les jeunes et les parents. Et donc on est là pour ça. N'hésitez pas à vous renseigner hein, sur ce que propose CESI École d'ingénieurs. Bien sûr un diplôme d'ingénieur, mais des formations en alternance dans divers domaines. Le BTP, le génie civil, les formations en ressources humaines, l'informatique, mais aussi la performance industrielle, la qualité, sécurité, environnement, voilà, beaucoup de choses. Le management. Et donc voilà, on reste à votre disposition en tout cas si vous avez d'autres questions. Mais merci en tout cas d'avoir assisté à cette présentation. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit, une bonne journée et un bon accompagnement de vos jeunes dans leur orientation.